Christelle Bonny est avec nous également, cofondatrice de l'association Femtech France, présidente aussi d'une autre association, Sextech for Good. Même question, présentation rapide, Christelle, de ces deux structures. Oui, merci. Donc Femtech France, c'est une association qui est née il y a à peu près 1 an et qui a pour but de fédérer toutes les startups qui innovent en santé des femmes et donc de les accompagner et d'essayer de faire, par exemple, émerger aussi des sujets et des solutions. Et Sextech for Good, voilà, fédère aussi des startups, mais elles qui sont engagées dans toutes les innovations, dans tous les domaines de la sexualité. Donc bien sûr, il y a le plaisir, mais aussi l'éducation, la santé, la sécurité des seniors et des personnes en situation de handicap. Ouais, et vous avez vous-même d'ailleurs créé et dirigé une société dans le secteur de la sexualité. Bonny, pour vous qui êtes chez Femtech France, c'est aussi le constat que vous partagez, ce constat qui est fait par Irénée comme Pauline. Alors, je partage beaucoup de choses. Je vais peut-être donner quelques chiffres. On a fait une cartographie, une mise à jour. Donc la Femtech en France, c'est à peu près 115 startups qui sont répertoriées, 50 qui sont adhérentes chez Femtech France. Tout secteur confondu, hein, on n'est pas uniquement dans la santé. Hein. C'est l'innovation en santé des femmes, uniquement en santé des femmes. Alors après, les sujets sont très divers. Il y a effectivement du SOPK, de l'endométriose, enfin il y a plein de sujets différents, de la reconstruction mammaire, mais sur les levées de fonds, c'est extrêmement compliqué. Et il y a 40% des startups qui ont répondu, puisqu'on vient de sortir à l'occasion du Vivatech un baromètre Wavestone sur les startups qui ont répondu, donc 70 à peu près. Le médian en fait de la levée de fonds, c'est 1 million d'euros. Et 40% des startups ont levé de l'argent. Donc en fait, c'est très peu. On est clairement dans le cas d'une industrie où on subit la double peine d'être... les startups sont à 96% créées par des femmes. Et je cherchais le chiffre tout à l'heure, parce qu'on parlait des équipes de constitution. La plupart, quasiment 100% de ces startups sont créées par des femmes qui sont des patients expertes ou qui sont touchés par une maladie ou par un problème de santé dans leur vie. Et ces startups, à 47% seulement, ont dans leur board un professionnel de santé ou sont créées par quelqu'un qui vient du monde médical. Voilà. Parce que c'est des startups qui sont créées d'une expérience et d'un manque et d'un besoin pour lequel on ne trouve pas de solution. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, puisqu'il n'y a pas la solution, je vais le faire moi-même. Voilà. Avec toutes les limites que ça a. Ne pas oublier non plus qu'intégrer un médecin dans un board, il faut avoir de l'argent pour le faire aussi, parfois. Et on rejoint cette problématique du cercle virtueux. Et je pense qu'il y a aussi un problème de culture. Donc oui, on nous entend encore sur certaines startups dire les retours qu'elles ont, c'est on ne transmettra pas votre dossier à notre board parce que à 80% ce sont des hommes de plus de 50 ans, donc ils ne voient pas pourquoi ils seraient intéressés par les douleurs vulvaires ou par des problèmes de règles. Donc on a ce problème-là de double peine d'être des femmes entrepreneurs sur des sujets encore qui ne sont pas suffisamment pris au sérieux, je pense. Ouais. Et justement, vous essayez aujourd'hui de lutter contre ces clichés et surtout d'encourager les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites très concrètement alors pour les femmes ? Alors la première chose qu'on avait faite, et qu'on fait toujours, il va y avoir une deuxième promotion, là c'est un bootcamp. L'idée c'est vraiment pendant 1 mois en fait, d'accompagner une promotion de start-upeuses, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hommes, à acquérir un certain nombre de connaissances de base, puisqu'elles viennent d'une expérience personnelle, mais c'est compliqué de savoir comment fonctionne le système de soins, de santé, comment on fait pour travailler avec un grand groupe, avec une mutuelle, comment on construit un business, quel est le marché de la Femtech à niveau de l'international. On leur refait aussi des cours de base sur la santé des femmes, parce que peut-être que si je m'intéresse au SOPK, peut-être que ce que je développe peut concerner beaucoup plus de maladies chroniques gynécologiques. On les accompagne là-dessus de manière très concrète pour qu'à la fin, au bout d'un mois, elles puissent un peu booster leur projet. Après, on fait des états des lieux pour vous dire quels sont... Parce qu'à un moment donné, c'est bien de dire on ne s'occupe pas assez, mais il faut avoir des données. Donc, c'est aussi notre rôle de collecter et de faire des baromètres et d'avoir des datas, et puis d'avoir des espaces de visibilité comme on a fait avec Vivatech pour expliquer en fait tout l'enjeu d'innover dans ce secteur-là. Et les enjeux sont nombreux, y compris, on n'en parle pas forcément, mais dans la performance des entreprises. Et pour arriver à tout ça, on en parlait ce matin, le frein principal pour la e-santé, c'est le changement culturel. Et donc là, nous, on en a deux. On a 2 freins vraiment d'un changement culturel, plus d'un changement, effectivement, je veux dire, patriarcal, on va dire, en fait, de société. Donc il est culturel encore augmenté, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on essaie 2 fois et d'aller aussi
aussi avec les pouvoirs publics et de mener des actions de lobbying et des actions de plaidoyer pour dire voilà, la santé des femmes ne doit plus être oubliée des investissements. Et là, post-Vivatech, on a dit la fête était très belle. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que aujourd'hui, je peux le dire, parce qu'elle a communiqué sur les réseaux, vous avez par exemple une application comme Vulvae pour les données vulvaires, qui est la seule application comme ça qui existe en Europe et peut-être dans le monde, mais en tout cas à l'échelle européenne, c'est sûr. Vous avez une porteuse de projet qui est une femme exceptionnelle, qui va même présenter des papier sur les douleurs vulvaires dans des colloques scientifiques, alors qu'elle n'est pas médecin. Et aujourd'hui, Vulvae va fermer la porte, sans doute. On essaie de trouver des solutions. Peut-être il va y en avoir, j'espère. Mais aujourd'hui, ce travail-là, en fait, d'information sur les pathologies vulvaires, y compris auprès des médecins, auprès des femmes, le carnet de santé et le recueil de data, puisque aujourd'hui, encore, vous disiez des essais cliniques, mais il y a aussi beaucoup de pathologies qui ne sont pas traitées parce qu'on manque de données et voilà, de corps de données. Et tout ce travail-là, il a été fait par une petite start-up que tout le monde trouve formidable, mais que personne aide concrètement. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? J'adore cette phrase, tout le monde trouve ça formidable, mais personne ne va aider. Concrètement, vous dites d'ailleurs qu'en France, on serait plutôt en retard par rapport à ce qui va se passer aux États-Unis ou en Grande-Bretagne à ce sujet ? Mais on est déjà en retard, c'est pour ça qu'on alerte. Et c'est pas, on le voit sur les levées de fonds. Heureusement, on a quelques entreprises qui ont réussi, mais pas assez, et sur des montants qui sont extrêmement petits. Quand vous regardez à l'international, rien que cette semaine, on a une start-up qui n'a pas encore vraiment sorti son produit, qui s'appelle Caraway, qui est une application pour la santé des jeunes femmes, pour des consultations en ligne, donc téléconseil, télémédecine, approche globale avec plusieurs praticiens. Elles avaient déjà fait un premier tour de 10 millions. Elles refont un second tour à 16 millions. On a des startups en France ici qui développent la même chose depuis longtemps et qui n'ont rien. Nada. Donc, il y a un moment donné, c'est compliqué, même ces startups-là, où on va leur dire il faut faire des données, des études cliniques, il faut faire un certain nombre de choses, il faut avoir des boards avec des médecins. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et si on ne le finance pas, ça n'existe pas. Et vous avez même des startups qui vont aller se développer à l'étranger parce qu'elles n'arrivent pas à percer en France, parce que vous dites qu'il y a une espèce de barrage culturel. C'est vrai qu'il y a deux choses. Le risque, c'est de voir en France, et on en a déjà parlé ce matin sur certaines cliniques qui arrivent, c'est que si nous, on ne le développe pas, en fait, il y a d'autres startups à l'étranger qui le font et qui vont venir ici prendre des places de marché sur cette question de la santé. Donc ça doit nous interroger. Et puis deux, c'est souvent de dire à nos startups, quand elles développent des choses, peut-être que la France n'est pas le marché sur lequel vous devez aller en priorité, puisque on a ce problème culturel d'avoir l'impression que la santé est gratuite. Et donc, si il y en a 68% des startups là, qui ont répondu au baromètre qui disent vouloir développer des produits et services qui devraient être remboursés par la sécurité sociale. On comprend pourquoi, sauf que ça risque de pas marcher parce qu'on a bien vu ce matin que pour financer, y compris les thérapies digitales, voilà, ça va être compliqué. Et donc, ça crée aussi de la médecine à deux vitesses. Enfin, ça pose plein de questions. Mais elles ont intérêt à aller sur des marchés où les femmes sont déjà habituées à acheter des produits ou des services. Je vais vous passer la parole, Emmanuelle, parce que je vois que vous voulez réagir. J'ai deux sociétés quand même que vous m'aviez citées, Christelle Bonny, qui sont assez représentatives de ce que vous dites. Vous m'avez parlé de Perifit, qui fait de la rééducation du périnée. Physimed aussi, qui est sur le même marché. Si vous pouvez un petit peu expliquer comment les difficultés auxquelles ces sociétés se sont confrontées en France. C'est pas tant des difficultés, c'est d'aller là où effectivement il y avait le marché, les femmes pour l'acheter. Et c'est vrai que les deux sont des sondes périnéales avec des applications et un peu de gamification pour la rééducation au travail du périnée. Physimed, elles ont réussi à se faire rembourser de certaines mutuelles en Allemagne, ce qui n'est pas encore le cas en France. Et Perifit, en fait, son premier marché, ça a été l'Australie, après l'Allemagne. Et en fait, ce sont des pays où la rééducation du périnée en postpartum n'ont pas pris en charge par le système de santé. Donc nous, on a la chance des femmes, donc on a des séances de kiné qui vont être remboursées, donc on ne va pas forcément mettre 100 € dans cet appareil-là. Quand on est dans un pays où ça n'est pas pris en charge, on va mettre 100 € pour avoir l'appareil pour faire la rééducation à domicile. Réagir, puis je demanderai son avis aussi à Irini aussi dans la Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des problèmes, il y a encore vraiment des problèmes d'amorçage, et il faut aussi dissocier deux champs, c'est la santé et le bien-être. Oui. En santé, il va y avoir des appels à projets, il va y avoir peut-être des aides, il va y avoir un peu... voilà.
Si on est sur le bien-être, là c'est aussi très, très différent. Et pourquoi ? C'est parce que on va aussi avoir des fonds qui nous disent, et on a ce retour-là, les projets vont pas être assez innovants d'un point de vue techno, et ils sont peut-être pas ambitieux au niveau de l'internationalisation. Et moi, je dis sur la santé des femmes, sur le bien-être et la gestion des douleurs, il y a plein d'applications en fait, qui ont une vraie utilité, et même dans les parcours de soins ou la prise en charge de la qualité de vie. Sauf que si elles doivent être toujours financées par des fonds qui s'attendent à faire x10 en 5 ans sur le chiffre d'affaires, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, c'est aussi comment on se pose la question d'avoir des fonds qui financent aussi de l'impact sociétal ou de la qualité de vie et qui n'attendent pas les mêmes retours sur investissement et les mêmes, j'ai envie de dire, sur des business, parce qu'on a besoin aussi de ça.